Et nous voilà repartis pour cette seconde journée de Marketplace Connect. Ravi de vous accueillir une fois de plus, à vous qui êtes ici dans la salle, mais également vous qui êtes en direct. Je suis accompagné cette fois par monsieur Zaïd Hassoun. Bonjour Zaïd. Bonjour, merci à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes business analyst pour Aniel, c'est bien ça? Exactement, tout à fait. Entendu. Zaïd, vous allez nous parler de data aujourd'hui sur un sujet particulier qui est le suivant. La place de la data dans les prises de décision et le développement stratégique des entreprises. Un bien beau programme, pardon. Un bien beau programme, un programme qui est joli sur le tableau. On va essayer de parler de tout ça, de développer au mieux, sans trop rentrer dans le détail technique, rester le plus simple possible D'accord. pour bien toucher le maximum d'audience et de personnes. Et puis pour que tout le monde, les non-aficionados de la data puissent aussi comprendre le discours. Hein. Évidemment, on pourra rentrer dans les détails avec vous en direct, en discutant ensuite à la sortie, etc. Tout à fait. Super. Eh bien, écoutez, bien sûr, je vous invite comme d'habitude à me faire signe pour les questions. On dédiera un moment d'ailleurs aux questions-réponses en fin d'intervention de Zaïd. Quant à vous, en direct, en ligne, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je me ferai un plaisir, bien sûr, de les lui poser à la fin. Zaïd, c'est à vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Zaïd Hassoun, business analyst de la société Aniel Marketplace. Donc Aniel Marketplace est une société, une entité du groupe Faubourg, qui sont aujourd'hui positionnés à Paris. Ma présentation va se décomposer en deux temps. Dans un premier temps, je vais présenter simplement notre marketplace, s'attarder un petit peu sur les grands chiffres. Puis on va parler de data et de l'importance de la data, aujourd'hui sur le marché global, mais aussi d'un point de vue structurel au niveau d'une marketplace. Donc, Aniel Marketplace, c'est quoi? C'est une société initialement de distributeur de pièces automobiles dans le marché automobile, créée en 68, initialement pour les marques italiennes. On a connu une évolution où on a, après avoir commercialisé des marques italiennes, on s'est attardé sur les marques, je dirais toutes marques confondues. Puis en 2010, donc, la société a été rachetée par le groupe Faubourg. Qui ont décidé à ce moment-là de lancer le premier site e-commerce qui nous a généré beaucoup de trafic, beaucoup de visibilité, mais surtout la signature de quelques partenariats importants qui nous ont permis de développer notre chiffre d'affaires. Et bien en 2018, sous la présidence de Vincent Bellandouze, la Marketplace a été créée, ou plutôt le projet Marketplace a été lancé en 2018, où le but est simplement de proposer une gamme plus large, plus complète à tous nos clients. Et cette stratégie de développement nous a donné une plus grande visibilité sur le marché auprès de tout type de clients. Et ça nous a simplement permis de signer encore plus de partenariats, que ce soit avec des apporteurs d'affaires ou avec des réseaux de carrosserie. Et c'est vu notre chiffre d'affaires encore, ou plutôt maintenant on parle de volume d'affaires, évoluer de manière assez importante. Donc concrètement, Aniel Marketplace, c'est quoi? Bien, notre technologie, en quelques mots, elle a été créée, ou plutôt on a utilisé plutôt la technologie de Miracle pour l'intégration, pour faciliter l'intégration des pièces, c'est-à-dire des offres et des produits au sein de la Marketplace, et pour faciliter bien évidemment toutes les transactions au sein de cette Marketplace entre acheteurs et vendeurs sur la Marketplace. Concrètement, sur le marché du B2B, qu'est-ce que ça change? Parce qu'on parle souvent de marketplace sur le marché du B2C. Bien, pour le B2B, je dirais que c'est pratiquement la même chose. Mais au contraire, là, bien évidemment, sur le marché B2B, ce n'est pas de l'achat émotionnel, mais de l'achat, je dirais, nécessaire. Et donc, dans une marketplace, l'acheteur, donc le client, il a simplement accès à plusieurs fournisseurs avec des prix qui évoluent, avec des prix qui sont adaptés à lui, adaptés au marché. Et ça lui permet simplement d'avoir un maximum de choix pour un seul produit. Il a plusieurs offres. Donc, comme vous l'avez compris, on a commencé par... Aniel Marketplace a été initialement créé pour distribuer de la pièce automobile. Aujourd'hui, on est une marketplace hybride, c'est-à-dire qu'on est nous-mêmes vendeurs sur cette marketplace, donc tout en respectant bien évidemment les règles d'une marketplace, on appelle la best offer, c'est-à-dire le produit le mieux positionné sur le marché ressortira en premier, que ce soit nous ou que ce soit bien évidemment nos vendeurs partenaires.
Donc le développement de cette marketplace nous a permis d'intégrer un écosystème très large, très grand, nous a permis d'étendre notre écosystème auprès de tous les acteurs, je dirais, du marché, c'est-à-dire les réseaux, les plateformes de gestion de sinistres qui, eux, se positionnent comme apporteurs d'affaires, mais aussi auprès de tous nos clients, donc tout type de clients, que ce soit, bon là, en quelques mots, c'est voilà, les plateformes, les centres VHU et surtout les réparateurs, les carrossiers. Cette stratégie nous permet simplement d'avoir une plus grande visibilité sur le marché français. Donc, en quelques chiffres, l'évolution, plutôt cette transition vers une marketplace nous a permis de développer nos produits. C'est-à-dire qu'avant cette marketplace, on pouvait proposer 30% du panier d'un carrossier avec plus ou moins 25 000 offres. La transition vers cette marketplace nous permet aujourd'hui de proposer plus de 15 millions de produits et 65 millions d'offres. Dans cette marketplace, aujourd'hui, on a intégré plus de 160 vendeurs sur tout le marché français, ce qui les met en concurrence et ce qui, je dirais, fluidifie le marché aussi. Enfin, aujourd'hui, on est capable de proposer des pièces, de toutes pièces de carrosserie pour le réparateur sur 50 marques de voitures. Donc, la migration vers cette marketplace nous permet d'augmenter justement notre trafic avec bien évidemment 50 000 visites par mois. Bien évidemment, ces 50, chaque visiteur peut lui aussi générer, on va dire, beaucoup de mouvements sur ce site. Et donc, voilà, il suffit de faire un petit calcul. Donc, admettons qu'un visiteur réalise 2 actions par mois, ben, on monte à 100 000 actions par mois, ce qui est important. Et bien évidemment, la migration vers cette marketplace nous a permis d'augmenter notre volume d'affaires en 2022 de quasiment 35% pour atteindre aujourd'hui 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, au volume d'affaires plutôt. Donc voici une présentation donc, globale de Aniel, je dirais, pour montrer la puissance d'une marketplace et la visibilité que peut donner une marketplace pour bien évidemment le vendeur, mais aussi pour nous en tant que marketplace. Donc avec toutes ces datas, tout ce trafic, qu'est-ce qu'on en fait? Où est la place du big data? Eh bien, la place, elle est hyper importante. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde, on va dire, avec une vision très, très macro sur tout le marché, on constate 2 choses. Une estimation du volume de données qui est en forte croissance sur la dernière décennie et qui évolue de manière complètement exponentielle avec des prévisions jusqu'à 180 zétaoctets. Donc, 1 zétaoctet, c'est 10 puissance 21, grosso modo octets, ce qui est énorme aujourd'hui sur le marché. On constate aussi qu'on a de plus en plus d'appareils connectés, donc les gens sont de plus en plus connectés, les gens réalisent de plus en plus leur achat sur Internet. Et donc, la stratégie marketplace, c'est la plus adaptée pour proposer aux clients sur une seule plateforme une gamme complète de produits qui répond à son besoin. Bien évidemment, le terme Big Data, il a été on va dire, apporté par nos chers GAFAM. Donc, si l'on regarde ici la valorisation des sociétés boursières, globalement, entre 2010 et 2022, on voit que les GAFAM ont pris complètement, je dirais, la place de toutes les sociétés pétrolières. Bon, à l'exception d'aujourd'hui Facebook qui ne sont pas dans le classement, mais si on regarde le top 5, dans le top 4, on a des GAFAM. On reconnaît bien évidemment Amazon. Ces sociétés se sont littéralement créées grâce à 2 choses, l'innovation et l'exploitation de la data. Donc là, on a affaire à des sociétés qui ont créé qui ont créé un nouveau marché, principalement grâce à la data. Ça permet simplement de se poser des questions, de se dire, bon, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il faut absolument créer de nouveaux marchés pour avoir une place dans la data, ou est-ce qu'on peut innover un nouveau marché? Et bien pour ça, les Natu nous donnent une petite réponse. Donc Airbnb, Tesla, Uber et Netflix. Donc concrètement, là, on a affaire à des sociétés qui, eux, sont venues transformer complètement des marchés. Donc Netflix, bon, le cinéma, Airbnb, la location d'appartements, Tesla, le milieu automobile, et Uber, eh bien, les services liés à la mobilité.
Et ce sont toutes des sociétés aujourd'hui qui sont venues transformer un marché déjà existant. Donc on se rend compte que la data, eh bien, elle attaque le marché en aval et en amont. En aval au moment de la création de nouvelles industries et en amont sur un marché déjà existant. La data, les sociétés aujourd'hui arrivent à exploiter la data pour transformer des industries déjà existantes. Bien évidemment avec beaucoup d'innovations technologiques. Donc aujourd'hui, ces sociétés, donc si on revient sur les GAFAM, elles arrivent, comme vous le savez tous, à générer grâce au trafic, justement, elles arrivent à vous proposer le bon produit au bon moment. Et bien pourquoi? Parce que elles mettent en place des systèmes, je dirais, des algorithmes assez simples. Là, par exemple, c'est une formule simple une formule qui est la plus simple sur le PageRank. Donc simplement, si vous faites une recherche Google, quelle information sera présente en premier, la plus adaptée à vous? C'est simple, elle prend en compte plusieurs informations, comme par exemple les liens qui peuvent être dirigés vers la page que vous voulez rechercher, ou simplement le nombre de fois où cette page a été recherchée. Donc tout ce trafic, les GAFAM arrivent à l'exploiter pour vous proposer le bon service, on va dire, au bon client, au bon moment. Donc c'est sur quoi aussi également Airbnb et les Natu travaillent aujourd'hui. Donc dans le milieu automobile, ou plutôt dans le milieu automobile, dans le cas de Daniel, pour une marketplace, comment aujourd'hui on arrive à exploiter, nous, la data et pourquoi il faut absolument l'exploiter en tant que marketplace? C'est très simple. Dans un premier temps, parce que on génère beaucoup de flux de données. On génère beaucoup de flux de données à toute étape, sur toute la chaîne logistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une marketplace, on met en lien un vendeur et un client. Ce client est en interaction avec plusieurs vendeurs. Ce client est en interaction aussi avec la plateforme elle-même, d'un point de vue ergonomique, les produits proposés sur cette plateforme, mais aussi, grâce à la génération de trafic, une marketplace peut anticiper l'évolution d'un marché. C'est-à-dire que cette génération de big data, donc aujourd'hui on arrive à générer beaucoup de data, mais il faut être vigilant sur un point, c'est qu'il faut absolument arriver à différencier quatre choses. C'est qu'on peut générer beaucoup de data, mais cette data elle doit être clair pour la société avant de l'exploiter. C'est pour ça qu'on parle de big data avec 4 grands V. Donc il y a le volume le volume de data qu'on arrive à générer, la variété de data, est-ce qu'elle est interne ou externe à la société, la vélocité, c'est-à-dire la data qu'on va générer sur laquelle on va réagir tout de suite. Un exemple, vous avez un très grand compte, on se rend compte que son chiffre d'affaires baisse par rapport au mois précédent ou aux années précédentes, eh bien là, la réaction, l'information, elle est remontée immédiatement et il faut absolument réagir immédiatement. Et enfin, la véracité de la data. Est-ce que ma data, elle est pertinente? Est-ce qu'elle est de qualité? Et est-ce qu'elle est utile concrètement pour la structure? Donc, au-delà de la génération de data dans une marketplace, il faut bien évidemment que la data passe par plusieurs filtres pour être exploitée. Donc, dans une marketplace, toujours, le client qui a interagi avec la plateforme, ça nous permet de mieux le connaître et de lui proposer le meilleur service. Un client qui a interagi avec une marketplace nous donne beaucoup d'informations. Et donc, pour récupérer ces informations, il y a, je dirais, deux techniques principales pour récupérer ces informations et pour les exploiter. On appelle ça des techniques de segmentation et de l'analyse prédictive. Donc concrètement, si on rentre un peu plus dans le détail concernant les techniques de segmentation et d'analyse prédictive, là par exemple, je vous ramène un exemple de segmentation RFM. Donc ici, la segmentation RFM, résistance, fréquence, montant. C'est quoi? C'est très simple. On classifie les clients en fonction de 3 paramètres. Donc sa récence, donc depuis quand le client est venu sur combien de fois le client interagit avec ma plateforme par semaine, sa fréquence, donc le nombre de commandes moyens, et le montant. Et en fonction des structures, ça c'est une analyse, ou plutôt c'est un moyen de segmentation à adapter à chaque structure. En fonction justement de la structure et en fonction du marché, on classifie nos clients. Et ça permet simplement d'anticiper les clients qu'on va perdre ou qu'on a perdu, les clients avec un petit CA, les très bons clients auprès de qui on va peut-être les remercier, les fidéliser davantage et se concentrer plutôt peut-être
peut-être beaucoup sur eux et mener des actions commerciales plus personnalisables auprès des clients qu'on commence à perdre ou qu'on a perdu déjà. Donc, première technique de segmentation assez simple, je pense, pour mettre en place dans tout type de structure. Et puis, on a l'analyse prédictive. Donc, l'analyse prédictive, ça a deux buts. Le premier, c'est d'étudier, je dirais, la data actuelle. Et le second, c'est de l'exploiter pour prédire ce qui va se passer les années, ou plutôt les mois futurs. Et là, on a trois types de modèles prédictifs. Donc, la régression linéaire. C'est un modèle assez, je dirais assez ancien où on essaie de trouver des liens de cause à effet. La régression logistique et le data mining. Donc, c'est sur ce point-là où on va s'attarder un peu plus. Donc concrètement, les techniques de régression, plutôt les types de modèles les types de modèles prédictifs nous permettent de répondre à plusieurs questions pour, encore une fois, proposer le bon produit au bon client et savoir aussi comment le marché évolue. Je ne vais pas vous lire, je pense que vous les avez lus. Concrètement, concernant le data mining, donc on a quelques exemples. On a plusieurs techniques de data mining. Ça va de la plus simple à la plus complexe visuellement. Donc la plus simple, ça serait le raisonnement sur base de cas ou les agents intelligents ou les arbres de décision. On va parler tout à l'heure des arbres de décision. Et les plus complexes, je dirais, c'est les réseaux de neurones qui ont pour but surtout de prédire un événement grâce à plusieurs données d'entrée. On va en parler. Donc concrètement, les arbres de décision, je vais ramener un exemple, je pense, qui parle à tout le monde pour expliquer sa simplicité. Admettons, notre but tout à l'heure, c'est ce soir, c'est de faire un pique-nique et que vous posez la question, est-ce que j'ai envie de faire un pique-nique ? Vous posez une question, vous posez la question, est-ce que oui ou non j'ai envie de faire un pique-nique déjà, est-ce qu'il fait beau? Si la réponse est non, vous n'irez pas. Si la réponse est oui, vous posez d'autres questions. Est-ce que mon conjoint veut faire un pique-nique? Si la réponse est non, malheureusement, vous resterez chez vous, j'ai envie de dire. Sinon, on posera la troisième question, est-ce que les enfants veulent faire un pique-nique? Et là, si tout est OK, on va faire un pique-nique. J'ai envie de dire, là, on a pris un exemple qui est, je dirais, assez simple de la vie courante, où il y a plusieurs données. Il y a une seule donnée d'entrée qui s'enchaîne, je dirais, par ordre croissant d'importance. Peut-être que pour certains, ici, ça sera non, et donc ils vont quand même aller faire un pique-nique, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, c'est un exemple, je dirais, assez simple de la vie courante. Après, au-delà du data mining, on a les réseaux de neurones, donc multicouches. Les réseaux de neurones multicouches, c'est un système qui a été créé par un neurophysicien, donc Warren McLuth, et un mathématicien, Walter Pitt. Donc, pour expliquer rapidement, on a plusieurs données d'entrée où là, elles ont toutes le même ordre, je dirais, d'importance, où elles vont interagir entre elles pour, au final, nous sortir une décision, je dirais, la plus favorable en fonction de la situation. Donc, je vais ramener simplement un exemple qu'on a tous vu ces dernières semaines. C'est OpenAI, ChatGPT. C'est très simple. En ChatGPT, on lui dit bonjour, je voudrais que tu me rédiges ça, mais attention, il ne faut pas qu'il comprenne que j'ai ce problème, ou il faut également insister sur ce point. Eh bien, lui, il va prendre tous ces éléments et il va vous produire quelque chose le plus personnalisable possible. Ça, c'est typiquement une technique de data mining de réseau de neurones. On rentre une information, plutôt une demande, avec plusieurs critères, et lui, il a la capacité de l'analyser et d'en sortir un résultat qui va vous satisfaire. On peut faire la transition aussi avec, dans le cas d'une entreprise, on a envie de se développer sur un marché, on a plusieurs choix, on a plusieurs critères. Eh bien, cette société, elle va rentrer justement dans cet algorithme. Tous ces critères liés justement à ce développement, que ce soit des éléments internes ou externes à la société, c'est-à-dire ma situation financière par exemple, externe au marché, c'est-à-dire est-ce qu'il y a par exemple une guerre en Europe, est-ce que la situation économique du pays dans lequel je veux aller, est-ce qu'il est dangereux ou non, est-ce qu'il y a de la corruption, etc. Et cette IA sera en capacité de vous conseiller au mieux
conseiller au mieux. Elle ne va pas vous donner la décision, mais elle va vous conseiller au mieux pour vos prises de décision. Aujourd'hui, bon, les plus connus, on va dire, on a une société américaine, parce que son nom m'échappe, qui est capable de faire ça avec brio et qui conseille aujourd'hui des gouvernements pour leur prise de décision. Donc, on va dire voilà les deux techniques qui permettent au mieux d'anticiper un marché, un client et de comprendre au mieux les perspectives d'évolution. Et en tant que marketplace, avec toute la data qu'on a réussi à générer ou qu'on génère, on est capable de réaliser ce type, on va dire, ce type d'études. Donc, toujours dans le cas du marketplace, un client qui interagit avec notre plateforme interagit également avec le marché. Pourquoi? Parce que si on génère beaucoup de trafic, le client va se poser d'autres questions. C'est-à-dire, est-ce que sur ce marché, est-ce que sur cette marketplace, je peux trouver tel ou tel produit? Une question qui peut se poser. Donc, un client qui cherche un produit, bon, on va le voir, mais on ne va pas s'y attarder. Un client ou plusieurs clients qui cherchent le même produit, là, on va se dire, tiens, il y a peut-être un marché à saisir ou simplement un produit à développer. Donc, ça permet non seulement de connaître, d'anticiper l'évolution du marché, mais aussi de mieux connaître nous, Agnel Marketplace en interne. Est-ce que on a un bon taux de couverture sur tous les produits? Est-ce qu'on est bien positionné par rapport aux offres? Et bien évidemment, quelles sont nos capacités logistiques par rapport à nos concurrents? Donc, un client qui interagit également avec le vendeur, le vendeur lui-même sera obligé d'améliorer sa capacité logistique pour mieux servir le client. Le client, on va dire qu'il est un peu le roi, c'est-à-dire que demain, un fournisseur qui fournit mal son produit ou qui met du temps à livrer ou qui propose un service SAV qui est pas bon, eh bien, le client le dira et donc le vendeur derrière sera obligé d'améliorer tout ça pour on va dire, pour gagner plus de clients. Donc la puissance d'une marketplace, ça oblige aussi les vendeurs à être plus performants et meilleurs sur le marché. Enfin, toutes ces datas récoltées sont à partager principalement avec le vendeur. Donc nous, en tant que marketplace, on fait des business reviews avec nos vendeurs et voilà, on fait un point sur l'évolution de leur chiffre d'affaires, sur l'évolution de leur vente, sur le taux de service. Et le but derrière, c'est de le conseiller au mieux sur les techniques logistiques et les stratégies de développement pour capter encore plus de clients et développer davantage leur chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, dans une marketplace, pouvoir analyser la donnée et pouvoir la faire simplement parler, c'est-à-dire créer de la connaissance et la partager avec les clients, c'est essentiel pour le développement d'une marketplace. Un dernier point que j'aimerais peut-être sur lequel j'aimerais vraiment m'attarder, c'est on parle beaucoup de data, beaucoup de on va dire d'importance de data, beaucoup de il y a ce fantasme où la data c'est je clique sur un bouton, j'ai le résultat et je suis ce résultat. Le data scientist, il peut sortir ou peut faire des analyses importantes, mais bien évidemment ça sera jamais aussi important que ou plutôt un bon data scientist. On peut être bon data scientist si on travaille bien évidemment avec la force. J'ai mis la force commerciale, mais ça peut être le service logistique ou simplement les opérations. Parce que concrètement, il y a une formule que je pense qui est intéressante, c'est la force de vente, admettons, elle a l'intuition. Et si on rajoute à cette intuition un peu de data, eh bien on aura de la rationalisation. Et dans tous les cas, une data, ne sera pas importante si elle n'est pas étudiée, si elle n'est pas raffinée. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut dire que la data, c'est l'or noir du pétrole. Donc si elle n'est pas raffinée, si elle n'est pas utilisée avec brio, eh bien, elle pourra tirer la société vers le bas plus que vers le haut. Donc c'est le mot de la fin. Bien évidemment, la data, c'est important dans les infrastructures, mais une bonne data n'est bonne qu'avec une collaboration, je dirais, importante avec tous les services. Merci Zaïd, on peut vous applaudir. Merci beaucoup.
pour cette intervention très intéressante. D'ailleurs, je voulais te faire part, Zaïd, d'un message de Sabrina sur le chat qui nous dit hyper intéressant. Merci, Zaïd. Je pense qu'elle n'est pas la seule à avoir trouvé ça extrêmement intéressant. Est-ce que, messieurs, vous avez des questions pour Zaïd? Une première question, et je compte sur vous pour en avoir d'autres. Hein. Bonjour Zaïd, merci pour ta contribution. Merci. Je lance un marketplace SaaS dans la rénovation et j'ai bien conscience que la data a une place centrale pour le développement d'une solution de ce type. Selon toi, quelles sont les meilleures pratiques à développer sur un marketplace qui rentre sur le marché, de sorte à pouvoir user de cette data dans le futur? Vous m'avez dit que c'était une marketplace dans la rénovation, c'est ça? Tout à fait. Ok. Marketplace de services entre des particuliers et des professionnels. Des particuliers, des professionnels. Alors, il y a deux types de data. Il y a la data déjà que vous arrivez à collecter directement sur le marché, avant même de lancer votre marketplace sur le marché. Celle-ci, elle est, je pense, hyper importante. Et après, il y a la data interne. Et la data interne, ça vient avec de l'expérience, avec le temps. C'est-à-dire, une fois que vous avez lancé votre marketplace, il faut être en capacité de générer beaucoup de trafic, beaucoup de données, beaucoup d'informations, pour réussir derrière à l'exploiter et à mieux proposer, ou finalement à mieux proposer le bon service au bon client. Donc aujourd'hui, ce que vous aurez sous la main, c'est la data externe à votre entreprise, la data du marché. Et demain, si vous mettez directement en place une stratégie data, c'est de la data interne couplée à votre data externe qui va vous permettre de mieux répondre aux clients. Donc je pense qu'aujourd'hui, étant donné que vous lancez votre bot, à mon avis, il faudrait plus se concentrer sur la data externe pour cibler les bons clients, pour cibler le bon marché, pour être bien positionné d'un point de vue géographique. Et une fois que vous avez réussi à bien exploiter cette data externe pour votre lancement, à ce moment-là, ça va venir avec le temps. Il faut absolument récolter le maximum de data pour derrière évoluer. C'est ce que nous on a constaté, hein, clairement. On a constaté aujourd'hui que on peut couvrir que 30%, et Vincent il a dit bon ok, faudrait qu'on arrive à couvrir 100%. Et bien qu'est-ce qu'on fait? Donc on a lancé une marketplace et qui derrière en fait nous a permis d'encore proposer plus d'offres. Donc ça part d'un constat, donc ça part d'une data qu'on analyse mais interne, mais qui vient bien évidemment avec l'apprentissage, avec le temps. Merci beaucoup. C'était clair? Ouais, super. Je vais aller, merci pour la question. Je vais aller un peu plus loin. Alors juste avant, j'aimerais rebondir, si vous voulez bien, sur la question qui vient d'être posée. Est-ce que ça vous semble opportun, Zaïd, aujourd'hui, d'aller vers des providers data qui peuvent nous permettre, et donc là je parle de sociétés expertes de la data en l'occurrence, et qui peuvent mettre à notre disposition peut-être des éléments de base de données qui correspondent à notre marché? Est-ce que vous en avez déjà fait l'expérience? Est-ce que c'est utile lorsqu'on se lance, notamment dans le cas de figure qu'on vient d'évoquer? C'est utile, tout dépend. Alors tout dépend ce qu'on souhaite, ce qu'on recherche. Nous, on a déjà travaillé avec des sociétés qui peuvent nous fournir de la data, mais qui étaient complètement adaptées à notre besoin. Donc la question est, faut savoir une chose, et peut-être que j'ai pas dit clairement, la data c'est qu'un moyen, c'est pas une fin en soi. La première question, ce qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je recherche? Dans quel but je veux avoir une data? Une fois qu'on s'est posé cette question et que ces questions sont claires, la data elle va venir répondre à la question et vous donner peut-être une autre vision. Admettons, vous avez pour idée intuition d'aller de vous dire bon bah tiens, je vais aller sur le marché peut-être marocain pour créer ma société. Dans ce cas-là, faudrait se tourner vers les sociétés qui vont vous fournir un maximum de data pour avoir un maximum de réponses sur est-ce que c'est rentable, est-ce qu'ils m'attendent là-bas, comment je dois proposer mon produit, comment est-ce que la population attend mon produit, comment est-ce que je dois l'accompagner, parce que le souci, pas le souci, mais si je prends l'exemple d'une marketplace, on crée l'offre et le produit, c'est-à-dire que on crée la marketplace, on intègre les vendeurs, on doit sans cesse leur expliquer qu'est-ce qu'une marketplace, mais aussi on intègre les acheteurs, où on va voir nos clients, on va leur dire nous, on est une marketplace. Ils vont nous dire, mais qu'est-ce qu'une marketplace? Donc, il y a ce jeu en fait à voir. Mais avant tout, c'est la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi vous voulez de la data? Peut-être que finalement, vous n'en avez pas besoin. Je ne sais pas. Mais bien évidemment, on aura toujours besoin de data. Mais avant de se jeter sur la data, c'est de savoir de quelle data on a besoin et pour quelle raison.
ça reste quand même un moyen et non pas une fin en soi. Merci Zaïd. Bonjour. Quels outils vous utilisez pour récolter votre data sur votre marketplace? Alors, nous, on a quelques outils techniques comme MongoDB. On a des outils aussi internes qu'on a développés pour la génération de data. On a notre propre back-office interne qu'on a développé pour la génération de data. Et puis, on a des outils de CRM hein, comme Salesforce qui nous permettent aussi d'avoir de data. Alors, quand vous dites la data, vous parlez de quelle data exactement? Est-ce que c'est plutôt de la vente? Est-ce que c'est plutôt focus client? Tout type de data. Je dirais, c'est dans le cadre du marketplace toujours. Alors, bon, nous avec Miracle par exemple, ils peuvent nous conseiller sur les outils qu'on peut utiliser pour l'exploitation et l'extraction de la data et la génération de reporting. Donc, je dirais que aujourd'hui, bon voilà, donc il y a Mongo, il y a MongoDB, Miracle, Salesforce. Après. Je pense que c'est les plus importants, oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour récolter de la data, comme par exemple des formulaires d'entrée sur notre marketplace qui permettent d'identifier et de segmenter encore plus notre future clientèle? Les formulaires d'entrée sur la marketplace, on les a mis en place. Aujourd'hui, alors nous, dans notre cas, c'est pas vraiment sur quoi on s'est beaucoup orienté. On essaye d'abord d'exploiter ou de mieux exploiter notre data qui est déjà en place. Parce qu'il y a cette notion aussi, avant d'essayer de chercher de la nouvelle data, je pense qu'en interne, on a beaucoup de data qu'on n'exploite pas, qu'on exploite mal. Les données financières, les données de vente interne, les données vraiment de basico-basique avant d'essayer de chercher de la data sur le marché. Je pense qu'il faut absolument commencer par la data interne. Entendu. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le public peut-être? Pas pour le moment. Moi, j'en avais une. Vous avez abordé, tu as abordé, pardon, excuse-moi, j'ai oublié l'espace d'un instant qu'on se tutoyait. Tu as abordé le fait qu'il était possible avec la data d'anticiper les changements du marché. De quelle manière, qu'est-ce que tu as voulu dire par là en fait? De quelle manière, grâce à la data, on peut finalement anticiper des événements qui seront impactants pour notre business? J'ai deux exemples en tête. Ça peut être la saisonnalité. On a vu qu'avec le Covid, la saisonnalité dans beaucoup de secteurs elle a évolué. Et donc, cette anticipation nous permet par exemple, d'un point de vue financier, de choisir les meilleurs moments d'investissement. Ça peut être aussi, simplement un produit ou plutôt un besoin qui a été créé sur le marché, mais qui est tout petit et qu'on l'ignore. Si on arrive à générer beaucoup de trafic, et dans ce cas-là, dès que certains clients viendront chercher ce produit sur notre plateforme, et ça va nous permettre simplement de tracer de tracer justement ces recherches et d'anticiper une nouvelle demande qui va potentiellement arriver sur le marché. Très clair, merci beaucoup. Pas plus de questions pour le moment. Zaïd, si nous venaient quelques questions à la suite de cette journée, où est-ce qu'on pourrait te contacter pour aller plus loin, pour en discuter, pour parler, pourquoi pas, Daniel? Sur mon LinkedIn directement. LinkedIn. Ouais. Principalement sur LinkedIn, oui. Principalement sur LinkedIn, je répondrai avec grand plaisir. Entendu. Eh bien, écoute, je te laisse le mot de la fin si tu veux. Écoutez, merci à tous. J'espère qu'avec cette petite présentation, j'ai pu au moins vous sensibiliser sur l'importance de l'exploitation de la data pour les structures, pour toutes les sociétés, notamment pour une marketplace, qui aujourd'hui, au-delà de simplement intégrer des vendeurs et de présenter une gamme complète aux clients, eh bien, ça devient un hub pour réaliser des études de marché à court et à long terme. Merci beaucoup. Zaïd Hassoun, donc, mesdames et messieurs, business analyst pour Aniel.